Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici les titres du journal. Aujourd'hui, 28 juillet, c'est la journée mondiale des hépatites, une occasion d'intensifier les efforts internationaux de lutte contre cette maladie et d'encourager l'engagement des individus. Accident vasculaire cérébral, les femmes enceintes ne sont pas épargnées, cependant des précautions existent pour prévenir le mal en état de grossesse. Et puis la superstition, une croyance fondée sur la crainte ou l'ignorance, elle prête un caractère surnaturel ou sacré à certains phénomènes en Afrique et particulièrement au Bénin, on y croit. Les hépatites, vous en entendez certainement parler, très répandues et dangereuses. Elles sont souvent qualifiées de tueuses silencieuses. Ce sont des maladies que la médecine moderne peine encore à guérir avec beaucoup d'efficacité et d'efficience. Seul un dépistage précoce permet de connaître son état sémiologique et d'être soumis très tôt à un traitement approprié. Aujourd'hui, 28 juillet, journée mondiale des hépatites, Marianne Bossemede revient sur les voies de transmission et le processus pour traiter les différentes sortes d'hépatites. Dans le monde, il existe plusieurs formes d'hépatite virale. Selon le dernier rapport mondial de l'OMS, 325 millions de personnes sont atteintes de l'hépatite B ou C. Les spécialistes évoquent des causes variées. Et ces virus sont désignés dans l'ordre alphabétique suivant leur découverte de A, B, C, D et E. Au Bénin, c'est les causes infectieuses. Et dans ces causes infectieuses, on va parler des causes infectieuses virales. Il y a les causes toxiques et il y a des causes métaboliques. Ça concerne les sujets qui sont souvent très obèses. Il y a d'autres causes, les causes immunologiques, les tisanes que vous prenez, certains médicaments aussi qui peuvent être cause d'inflammation du foie. Au Bénin, les hépatites B ou C exposent plus à la chronicité lorsqu'ils ne sont pas tôt détectés, tant les signes sont silencieux. Il y a ce qu'on appelle les infections aiguës et les infections chroniques. Aiguës pour dire que le délai de l'infection ou de l'inflammation jusqu'à la guérison de la maladie, ça n'excède pas les 6 mois. Quand l'infection évolue au-delà des 6 mois, on parle de chronicité. Et si vous passez à la phase chronique, ce qui voudra dire que vous êtes exposé aux complications. Et notamment les complications, c'est la cirrhose et c'est le cancer du foie. Dans 80% des 2 cas, il n'y a pas de signe. Avant que l'ITER n'apparaisse, généralement, vous avez de la fatigue, de la fièvre, des douleurs dans les articulations. L'hépatite est qualifiée de tueur silencieux. Son mode de transmission reste tout précoce et dangereux. La majorité ont l'hépatite B, mais c'est une contamination qui se fait très tôt dans les premières heures de vie, de la mère à l'enfant. Ça peut se faire de façon horizontale avec les enfants vivant sous le même toit. Les autres voies qui sont sexuelles ou bien sanguines, c'est beaucoup plus rare. Le virus C, c'est une contamination purement sanguine. Avec l'évolution de la science, il existe aujourd'hui un vaccin pour prévenir les hépatites et des moyens de traitement pour les personnes atteintes. On a du vaccin monovalent pour vacciner systématiquement dès les premiers jours de vie tout enfant qui naît. La vaccination pour l'hépatite B, il faut dire chez l'adulte, c'est le schéma à 3 doses. Concernant la forme aiguë, chez l'hépatite B, il n'y a généralement pas de traitement. C'est le repos et il faut éviter d'autres produits qui agressent le foie davantage. Tout rentre dans l'ordre, l'organisme se charge de régler le problème dans les 6 mois. C'est seulement ceux qui font une hépatite chronique active, c'est ceux-là qu'on prend en charge. Parce que le traitement qu'on donne pour l'hépatite B, c'est un traitement à vie. Alors que pour l'hépatite C, c'est un traitement de 3 mois et là, vous avez la guérison dans les 3 mois après le traitement. Le Bénin se situe dans une zone de forte endémicité. Pour plus de sécurité, les médecins recommandent le dépistage précoce et la vaccination chez les sujets sains. Et nous parlons toujours santé, c'est un trouble vasculaire cérébral qui touche les vaisseaux sanguins qui conduisent le sang au cerveau. L'attaque cérébrale ou AVC est la première cause de handicap acquis de l'adulte et la deuxième cause de démence après la maladie d'Alzheimer. Cependant, la femme en état de grossesse peut-elle être atteinte de cette maladie? Oui, nous répondrons. Les médecins, une équipe de notre rédaction a rencontré un neurologue
gynécologue qui fait part des facteurs de risque de l'AVC chez la femme enceinte et surtout comment s'y prendre pour l'éviter. L'AVC chez la femme enceinte est heureusement très rare. C'est une pathologie qui, même quand c'est rare, est liée à certains facteurs de risque. La grossesse elle-même étant déjà un facteur, le premier facteur, du fait de la modification physiologique de la femme, où son battement de cœur s'élève, le volume sanguin est élevé et il y a la modification de ses vaisseaux sanguins. Il y a d'autres facteurs qui sont liés, qui sont propres à la grossesse qu'elle porte, tels que l'hypertension gravidique, la prééclampsie. La prééclampsie, c'est défini, c'est lorsqu'une femme a une tension artérielle et dans ses urines, on trouve qu'il y a de la protéine. Et puis, il y a l'éclampsie, et qui est une complication de la prééclampsie, une femme qui a une tension, où on trouve les urines, et qui fait les crises épileptiques. Par exemple, lorsque vous avez une éclampsie, ce n'est pas l'AVC qui serait la cause du décès fœtal, ce serait plutôt l'éclampsie. Et d'ailleurs, dans la prise en charge, lorsque l'AVC vient, il faut maintenir la tension normale pour éviter que le bébé soit hypoperfusé. L'AVC n'est pas une fatalité pour la femme enceinte. Et lorsqu'une femme enceinte a les facteurs de risque que je viens de citer avant de tomber enceinte, ou lorsqu'elle est enceinte, elle a une prééclampsie, une HTA gravidique ou une éclampsie, qu'elle se fasse bien suivre par son obstétricien pour éviter cette complication qui est l'AVC, qui est très grave lorsqu'elle survient. Je l'annonçais dans les titres, la superstition est le fait de croire que certains actes, certains signes entraînent mystérieusement des conséquences bonnes ou mauvaises. C'est un comportement irrationnel, une attitude considérée comme vaine. Pourtant, au Bénin, plusieurs personnes ont foi en cela. La croyance aveugle au présage peut se révéler comme un handicap au développement personnel. C'est ce que nous apprend ce reportage. Si mon premier-né est un garçon ou si je viens juste après un garçon, alors l'homme m'est favorable. On entend bien souvent ces genres de déclarations. La superstition est la croyance en des signes et faits fondés sur l'irrationalité. Réalité ou pas, elle est bien ancrée dans la société béninoise. Tu peux même rencontrer un homme et bien vendre si son porte-bonheur est une femme. Mais comment en est-on arrivé à ériger ces assertions en croyances? C'est souvent basé sur un formatage de son subconscient. Et ce formatage du subconscient vient par rapport à plusieurs expériences que chacun fait à son niveau. Nous devons reconnaître tout simplement que ce que vous pensez vous fait. Et ce que vous dites, vous faites également. L'homme, il n'est rien sans son mental. Donc, il y a des capacités psychologiques qui permettent à l'individu de tenir debout. Et aujourd'hui, la superstition qui au départ était illusoire est devenue une réalité pour certaines personnes. Sinon que concrètement, c'est une illusion. Et vous savez que l'illusion n'existe pas. Certaines personnes n'entretiennent pas ces illusions. Elles n'en font pas un principe cardinal qu'il faut respecter scrupuleusement. Il y a certains qui renvoient leur premier client si ce dernier n'est pas du genre idéal. Moi, je ne fais pas de différence. À force d'y croire, la superstition peut devenir un frein sur le plan professionnel. Je suppose que vous voulez aller à un rendez-vous d'affaires, que vous croisez un homme au lieu d'une femme. Systématiquement, on se met dans une position de journée selle. On se dit, ce marché, ça ne va rien donner. Et dès cet instant, psychologiquement, on est bloqué dans le mental. Et une fois arrivé au cours de la négociation, on ne donne plus le meilleur de soi-même parce qu'on se dit à l'avance déjà que cela ne marchera pas. Ce qui est déjà un frein au bon épanouissement de l'individu au sein de la société. Donc oui, la superstition peut être un frein à l'épanouissement de l'individu. Balayer du revers de la main des croyances qu'on a adoptées durant toute une vie n'est pas chose facile. Pour cela, chacun y va de sa proposition. C'est une phrase très simple. Chaque jour de ma vie, je vais de mieux en mieux. Quand vous rêvez, vous dites ça. Chaque jour de ma vie, je vais de mieux en mieux. Que la première énergie avec laquelle vous êtes réveillé, c'est une énergie qui prend effet pour toute la journée.
Certes, certaines personnes sont habituées déjà aux superstitions, on ne peut pas le leur refuser, mais je leur demanderai de faire l'effort de s'en départir à des moments donnés pour voir ce que leur réserve réellement la nature en cette journée qu'ils veulent vivre. Et eux-mêmes, ils pourront décider s'il faut continuer à y croire ou s'il faut raccrocher. Croire ou ne pas croire, le choix revient à chacun de conduire sa destinée comme il le souhaite. Autre information dans ce journal, c'est dans la compilation des faits de l'actualité nationale. La Nation en bref, c'est avec Omolade Soni. Le Bénin figure sur la liste des pays exportateurs d'amandes et de beurre de karité cette saison. Malheureusement, le karité béninois ne pourra pas être convenablement exporté cette année. La baisse continue des prix des matières premières sur le marché mondial provoquée par la pandémie du coronavirus en est la cause. Les femmes collectrices et transformatrices de l'arbre à beurre au Bénin risquent de souffrir de cette crise étant donné que la filière est tournée vers l'extérieur. Face à cette situation, l'entreprise de commercialisation d'amandes de karité, Wakapu, a décidé en l'absence de commandes de mettre ses opérations en veilleuse, espérant que l'économie reparte dans le bon sens en 2021. Autre filière porteuse de devises, l'ananas. Le Bénin exporte plus de 1000 tonnes d'ananas par an. Un record encore loin de celui de 2015 où le pays avait atteint la barre des 4120 tonnes. À en croire Jean-Xavier Satola, président de l'Association nationale des exportateurs d'ananas, cette régression est due à la crise survenue lors de la campagne 2016-2017 avec des résidus d'étéphon, un produit qui permet de colorer l'ananas. Selon lui, les quantités du produit chimique ont dépassé les limites maximales résiduelles autorisées notamment en Europe. Cette autosuspension, selon le président de l'Association nationale des exportateurs d'ananas, a permis au Bénin de ne pas être pénalisé par une éventuelle interdiction de la part de l'Union européenne qui aurait eu plus de dommages pour la filière qu'un retrait volontaire. L'exécutif, confie-t-il, a demandé à ce que des réformes soient faites au niveau de la filière d'exportation pour corriger les dysfonctionnements ayant conduit à cette crise. Sport, pour finir, rentrée des classes sportives, le recrutement des encadreurs se poursuit jusqu'au 31 juillet prochain. 5 disciplines sont concernées: l'athlétisme, les arts martiaux, le basketball, le football et le handball. Ainsi, les personnes ayant des qualifications requises dans l'une de ces disciplines pour l'animation des classes sportives sont invitées à soumettre leur candidature. Hors du Bénin, les Nations Unies et la Banque africaine de développement apportent 20 millions de dollars au pays du G5 Sahel pour atténuer l'impact du Covid-19 sur les réfugiés. L'enveloppe doit permettre au gouvernement du Burkina Faso, du Mali, de la Mauritanie, du Niger et du Tchad, qui composent le cadre régional de coopération et de coordination du G5 Sahel, de renforcer leurs capacités nationales afin d'enrayer la propagation du coronavirus. Il s'agit aussi d'en atténuer les répercussions sociales et économiques dans cette région où la pandémie provoque une situation d'urgence sans précédent qui s'ajoute aux crises multiples déjà en cours dans la région. Le Sahel compte 3,1 millions de réfugiés, de personnes déplacées dans leur propre pays, de rapatriés et de personnes menacées d'apatridie. Et ainsi se referme ce journal que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis.